Évidemment, j'aurais aimé jouer avec les deux leaders. Je pense que j'avais la motivation, je pense que j'avais l'envie, les capacités probablement. Mais voilà, la course est comme elle est, on casse un foil à mi-parcours. Et pour autant, on a repris la tête de la course à mi-Pacifique, ce qui est un beau pied de nez. Et voilà, ça, on peut tous en être fiers. Ça veut dire qu'on a quand même beaucoup travaillé en peu de temps. Avec un projet basé ici au Sable d'Olonne et voilà, c'est une année et demie qui est passée trop vite et donc conclure avec cette troisième position qui est au-delà de nos espérances, c'est magique. Aujourd'hui j'ai envie de savourer le présent et j'ai tendance souvent à regarder aussi l'avenir. Faut pas que je retombe dans mes travers. Je vais d'abord essayer de savourer l'instant, mais j'ai qu'une envie, c'est de revenir dans 4 ans avec des objectifs encore plus ambitieux. Et Paul-Henri m'a envoyé un texto pour me confirmer cette volonté aussi, ce qui m'a énormément touché. C'est un gage de confiance. Il y a une valeur qui me tient beaucoup à cœur, c'est la loyauté. Et aujourd'hui, ce qu'on a pu créer ensemble avec le groupe Dubreuil, c'est quelque chose d'incroyable. Je ne pouvais pas espérer mieux. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour en être là. Et donc être récompensé par un chenal d'arrivée comme ça, tous ensemble, c'est magique. Je pense que ce chenal il récompense aussi mon équipe, puisqu'ils étaient à bord. C'est aussi leur travail, comme je le dis assez souvent. Voilà, c'est des projets très technologiques qui se professionnalisent de plus en plus. Et comme je le dis souvent, comme je leur dis à eux, c'est eux qui marquent l'essai et c'est à moi de le transformer. Donc j'ai eu cette responsabilité-là. Je pense que j'ai réussi la transformation, mais d'abord ils ont réussi à marquer l'essai, ce qui est quand même une grosse tâche à faire. Donc voilà, je les en remercie aussi. Et puis ce chenal, voir mes copains ici, chez moi, je pense qu'ils se sont surpassés au départ, ils se sont surpassés à l'arrivée. Et voilà, ça me touche énormément. On a vu les pancartes. Applaudissements effectivement pour Sébastien, bravo encore. Les pancartes et les affiches, demain il y a vélo. Le message est passé. Ils sont complètement fous. Ouais, j'ai hâte d'aller faire du vélo, mais je pense qu'ils vont me laisser en fin fond de la Vendée ou alors ils vont me ridiculiser en me poussant jusqu'à l'arrivée. Ils l'ont déjà fait et ouais, ça fait plaisir d'être soutenu comme ça et j'ai hâte de retourner rouler avec eux, d'aller courir avec eux. Il y a un full Ironman à préparer dans 5 mois, donc c'est un défi complètement différent, qui est très personnel pour le coup. Il y a Gabi de l'équipe qui le fait aussi, lui il est complètement taré aussi. Mais voilà, là pour le coup c'est un défi plus personnel qui est lié aussi à mes amis et j'ai encore envie d'explorer mes limites dans d'autres domaines, toujours plus loin. Je pense que j'en ai exploré pas mal pendant ce Vendée Globe et je le referai encore dans 4 ans. Voilà, donc demain il y a vélo, je sais pas, demain, mais peut-être après-demain. Le moment présent, c'est ce que tu disais à l'instant. Merci Sébastien, bravo encore. Mon regret c'est de ne pas avoir poussé plus aujourd'hui, tout simplement. Je pense que les 2 premiers devant moi ont réussi à pousser encore plus leur machine parce qu'ils avaient un seul objectif, c'était de gagner. Le mien était de finir ce Vendée Globe. Donc non, je pense que j'ai pris soin de ma machine. Ce record de 24 heures, j'en suis très fier et je pense que j'ai placé la barre très haute, mais c'était absolument pas mon objectif. Quand j'ai commencé à voir les records tomber à partir du Cap Finistère dans des conditions qui étaient pas bonnes du tout, je me suis dit que ça allait finir n'importe comment cette histoire. Au final, les bateaux ont tenu le choc et je trouve ça assez fabuleux aujourd'hui le niveau de préparation de tous les concurrents, de toutes les équipes. Bravo à eux. Et finalement, on a battu ce record, ce qui est quand même incroyable, 615 000 avec 3 peelings, donc 3 changements de voile. En solo, ça prend du temps. Une marche arrière parce que j'ai pris quelque chose en acquis. 25,7 000 de moyenne, je crois. Je sais pas comment c'est possible, parce que j'ai tenté de faire des moyennes un peu comme ça sur la remontée de l'Atlantique. Je me suis dit, mais comment j'ai fait Donc je sais pas. Maintenant pour l'histoire du foil cassé, est-ce que c'est lié? En vrai je pense pas. La théorie veut que les matériaux composites ne fatiguent pas. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre dans ces domaines-là. Je me l'explique pas cette casse de foil.
parce que c'est des foils qui ont été éprouvés par Eleven Sour. Déjà, ils ont déjà fait la moitié de The Ocean Race, ils ont déjà battu des records. Pourquoi est-ce que ça casse maintenant? Je sais pas, c'est un coup du sort. C'est assez impressionnant. Mais contrairement à il y a 4 ans, il n'y avait pas de dommages collatéraux liés à cette casse. Et donc du coup, voilà, ça m'a permis de continuer cette course, mais je me suis longtemps posé la question qu'est-ce que ça aurait donné avec les 2 foils. Bon, maintenant, on va pas refaire le match. Charlie mérite largement cette victoire. Je pense qu'il a fait preuve d'une constance incroyable depuis qu'il est sur le circuit IMOCA. Il a eu un parcours lisse comme la glace, contrairement à moi. Et pour autant, j'ai pas envie d'échanger ma place, au contraire. Je suis très fier de mon parcours, de là où on en est aujourd'hui, ce qu'on est en train de construire avec le groupe Libreuil, avec notre équipe, avec la ligne des Sables d'Olonne. Donc voilà, ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à atteindre cette 3e place. Et puis voilà, je connais bien Charlie, j'ai énormément de respect pour lui. En Figaro, je l'ai battu en 2018 sur la solitaire. Lui aussi voulait cette victoire, il l'a pas eu, je lui ai volé. Et tout ce que ça m'a fait énormément plaisir de le voir aussi à l'arrivée, de voir Yoann. Je pense qu'ils se sont beaucoup battus. J'ai été très honoré de pouvoir me confronter à eux pendant quasiment la moitié du Tour du Monde, jusqu'à ce que je reprenne la tête de la course une dernière fois à mi-Pacifique. J'en étais très fier, c'était un beau pied de nez avec un seul foil en plus. Je me suis pas vraiment posé cette question parce que c'est le destin qui a voulu qu'on ait ce bateau aussi. On en a fait l'acquisition après The Ocean Race, on a cherché un bateau performant et le marché de l'IMOCA, comme on le sait, est complètement fou. Ça a été un bateau qui s'est libéré un peu à la dernière minute avec un projet lancé il y a 1 an et demi. C'est un peu aussi un concours de circonstances. Au final, il n'y a aucun regret à avoir. Je veux dire, c'était le bon choix. C'était un super bateau qui avait déjà fait ses preuves. C'est ce dont on avait besoin pour lancer ce projet Vendée Globe en 2024. Un bateau déjà éprouvé, performant. Il a déjà fait ses preuves. Moi, je ne les avais pas faites. J'espère les avoir un peu faites aujourd'hui. En tout cas, ça reste un très bon bateau. Certes, en termes d'ergonomie, il n'a pas été pensé pour le solitaire. Maintenant, à la suite de mon accident, qui aurait pu être, dramatique, et Charlie a eu un accident aussi avec, moins grave, mais malheureusement, j'ai gagné le prix de la commotion, mais je ne le cherchais pas. Mais on a essayé d'adapter le bateau pour la course au large en solitaire, en adaptant certains éléments ergonomiques. Avec le recul, aujourd'hui, je dirais que c'est pas suffisant encore. Mais voilà, il faut continuer de travailler dans ce sens-là pour pousser nos machines encore plus loin à l'avenir. J2, c'est que cosmétique, c'est absolument rien du tout. Les voiles, j'en suis très fier parce que Incident, ça fait un boulot extraordinaire. Et je travaille avec Max Paul depuis que je fais du Figaro. C'est aussi grâce à lui en partie que je gagne la solitaire, donc c'est son pré-design qui m'a permis de gagner la solitaire du Figaro. Donc c'est une longue histoire. Avant il était chez Norse, mais peu importe. Donc non, je suis très fier du travail de Incidence. Oui, j'ai eu d'autres avaries. J'ai plus de moteur à l'arrivée, donc plus possibilité de charger les batteries. Voilà, par contre, n'empêche qu'on a énormément travaillé aussi sur d'autres manières de produire de l'énergie avec les panneaux solaires qui sont fournis par le groupe Libreuil. Désolé de faire de la pub, mais n'empêche que c'est vrai. Je pense que ça m'a sauvé une partie de mon Vendée Globe et on a consommé, j'avais embarqué 400 litres de Vendée Globe 370 litres, j'en ai consommé 130 seulement, grâce en partie à ces panneaux solaires et les hydrogénérateurs qui m'ont permis de finir la course sans le moteur. Le moteur, je savais pas qu'il était mort, mais j'avais juste pas envie de le bricoler à la fin. C'était un pied de nez très personnel, en me disant allez hop, c'est bon, je te rends le dos au problème, c'est bientôt fini, je vais m'en sortir. Hors de question de mettre les mains au gasoil ou quoi que ce soit. Une autre avarie que j'ai eue, qui était quand même contraignante, moralement surtout, c'est que dans l'océan Indien, dans la grosse depth, quand Charlie a réussi à partir devant, en fait, moi j'ai un de mes réservoirs qui s'est vidé en partie dans mes sacs de nourriture, donc 4 sacs pollués sur 6. Ça voulait dire plus de nourriture plaisir, plus de petit-déj, que des lyophales et des places sous vide. Tout le reste était contaminé. Le reste du gasoil, j'ai réussi à le récupérer, mais
Voilà, en tout cas, mentalement, ça rend les choses beaucoup plus dures. J'ai perdu que 3,5 kg, donc ça veut dire que le reste de la nutrition était correct. J'étais parti plus lourd que d'habitude aussi. Voilà, donc, et puis une autre avarie dont on n'a pas parlé, c'est à mi-Pacifique, j'ai eu très peur. On a perdu les ogives de quilles et les lèvres de quilles. En fait, c'est des quilles pendulaires, et en fait, pour combler le jeu entre la coque et la quille, qui bascule d'un côté et de l'autre, il y a une ogive, et celle-là s'est arrachée. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai cru que ça pouvait être une cause d'abandon, puisque du coup ça veut dire que la partie du puits de quille rentre en pression, elle n'est plus en dépression pour le coup. Donc du coup l'eau s'accumule et peut rentrer dans le bateau. Et en plus c'est une zone qui est très proche de la surface de flottaison. Et au final, j'ai réussi à bien fermer la boîte, le rendre étanche, et j'ai fait un test en me disant allez, je pars à 35 nœuds, un gros planté, et ça passe ou ça casse. C'est passé, et ça a fait tout le tour du monde, j'en ai pas parlé. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Sinon, que des petites choses. Globalement, le travail de l'équipe a été incroyable. Je pense que la préparation du matériel a été vraiment bien pensée, bien rigoureuse. Toute l'équipe a fait un travail incroyable. On est parti avec l'objectif d'avoir beaucoup de matériel parce qu'on voulait seulement finir le Vendée Globe. Je pense que c'était quand même une bonne décision. C'est toujours pareil, quand on a le matériel, en fait, on n'en a pas besoin. Voilà, donc à part des petits bouts de ficelle, des petites bêtises, globalement, le niveau de préparation du bateau était au-delà de mes espérances. Un challenge d'un niveau supérieur, je le conçois effectivement. On a eu, et je pense qu'on peut d'autant plus en être fier, réussi à atteindre un résultat incroyable avec quand même un projet maîtrisé ou mesuré, je ne sais pas comment l'appeler. On était une petite équipe, on a fonctionné de façon très soudée, c'est-à-dire que voilà, il n'y avait pas forcément beaucoup de hiérarchie dans notre équipe, c'est pas très vertical, au contraire il y a beaucoup d'échanges, on confronte nos idées, on donne nos avis. Ce qui comptait pour moi surtout, c'est que l'équipe soit fière de son travail. Voilà, si elle a un doute, il n'y a pas de doute. À partir du moment où une personne de mon équipe me dit qu'elle est confiante, je la crois, je lui fais confiance. C'est comme ça qu'on a fonctionné aujourd'hui. Et c'est ce qui nous a permis d'atteindre ce résultat. C'est sûr que essayer d'aller viser des objectifs plus ambitieux, comme on le souhaite avec Paul-Henri, avec sa famille, ça va nous demander d'étoffer encore l'équipe, de monter en expérience, probablement de s'entourer aussi de personnes d'expérience, se tourner peut-être vers des gens qui ont beaucoup de métiers et qui pourront nous donner plus d'expertise, nous faire progresser, nous permettre de nous remettre en question encore, c'est sûr. Et le challenge est d'autant plus grand qu'on a un projet basé ici au Sac d'Olonne, donc pas forcément les ressources. On sait très bien que la majorité des ressources compétentes sont en Bretagne, donc c'est un challenge d'entrepreneur supplémentaire. Mais voilà, je pense que ça rendra le projet encore plus beau. Maintenant, parler de construction ou pas, c'est pas à moi de faire l'annonce. Mais en tout cas, j'ai bien le sentiment qu'on va se donner les moyens de nos ambitions, tout en restant mesuré à l'image de ce que fait le groupe Dubreuil dans ses filiales. Encore une fois, c'est pas à moi d'en parler, mais voilà, le groupe Dubreuil s'est construit pas à pas, un groupe familial qui a aujourd'hui 100 ans. Ils avaient seulement une épicerie, aujourd'hui ils ont 46 filiales, 1 milliard de chiffre d'affaires, 3 milliards et demi. Donc voilà, c'est petit à petit, et je pense qu'on va essayer de fonctionner de la même manière. En tout cas, aujourd'hui, voilà, c'est pas moi d'annoncer bateau neuf, pas bateau neuf, etc. Mais honnêtement, j'imagine pas un bateau de la génération 2024 gagner le Vendée Globe 2028. C'est mon avis. Non, très très peu avec Johan et Charlie. 2-3 textos parce que la IS marchait pas, tu m'as vu, ou voilà, des trucs comme ça. Beaucoup avec Benjamin, évidemment. Benjamin, voilà, c'est un ami à moi, et on est en coloc ensemble, on a fait le filière ensemble. Donc oui, Benjamin, tous les 4 jours environ. Souvent pour se raconter un peu des conneries.
Et avec les autres marins, beaucoup moins. Manu aussi, quand même, pas mal. Manu Cousin, qui est aujourd'hui encore dans le Pacifique, qui m'encourageait, qui me félicitait. Mais j'ai surtout eu beaucoup de contacts avec mes proches et avec mon équipe. Contrairement à certaines autres grosses équipes, moi j'ai décidé de rien cacher sur mon tour du monde, c'est-à-dire que toute l'équipe, c'était pas cloisonné en termes d'information, absolument toute l'équipe de la communication management à la technique était au courant des petits soucis qu'on avait, des petits pépins. C'est aussi une histoire de confiance, c'est-à-dire que on sait très bien qu'il y a un petit jeu d'intox quand même, on cherche à savoir quels sont les problèmes des uns des autres parce que ça, mentalement ça nous rend plus fort. Mais voilà, c'est aussi une histoire de confiance. Dans l'équipe, j'ai décidé de rien leur cacher, de leur dire tout ce que j'avais. Et au final, ils ont toujours répondu présent pour m'aider aussi, au jour le jour, essayer de m'aider à trouver des solutions à mes petits soucis pour garder un niveau de performance au plus haut niveau. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait un travail digne des plus grandes écuries, donc je suis très fier d'eux. Voilà, et même à l'avenir, en visant des objectifs plus hauts, je pense que je ne changerai pas parce que ça fait aussi partie de ma personnalité, c'est-à-dire de partager des choses. Voilà, je peux paraître un peu parfois solitaire ou renfermé, mais c'est un peu de la timidité globalement. Mais mon trait de caractère, c'est plutôt d'être dans l'échange et dans le partage en réalité. Donc, même si je suis parti prudent, je pense que mes trajectoires dès le début de la course ont été quand même correctes, assez tendues, pas forcément le plus rapide, mais c'est ce qui m'a permis d'être toujours dans un top 5, top 7 dès le départ, avec pas d'écart avec le groupe de leaders. Donc, et puis ensuite la descente de l'Atlantique Sud, j'ai été le plus rapide, donc ça m'a propulsé en tête de la course. Comment ça se fait que je suis devant eux, je sais pas. En tout cas, j'en suis fier. J'en suis fier parce que Jérémy Belliou, je suis très admiratif de Jérémy. Il m'a soutenu énormément dès le début de ma carrière. J'échange très régulièrement avec lui et je sais à quel point il a envie de rendre la vie parfaite sur le Vendée Globe et il n'y arrive pas. Je suis désolé pour lui, mais ça n'enlève rien à ma fierté de finir devant lui parce que c'est un immense champion. Nicolas Lundven, on s'est entraîné ensemble, c'est grâce à lui aussi en partie que j'ai gagné la solitaire en 2018. On s'était entraîné ensemble en 2017, on s'était entouré de 7 calls tous les 3. On se fait du tout beau testing tout le temps et il gagne en 2017, je fais 3e et je gagne en 2018. Donc je connais très bien Nico et Nico c'est aussi lui qui m'a hébergé pendant que je participais à la sélection pour les jeunes de moins de 25 ans en Bretagne CMB. J'ai dormi chez lui pendant une semaine. Je suis très fier de le voir sur ce Vendée Globe et il navigue quand même très très bien avec un bateau que j'aimerais pas mener pour le coup. Je le trouve très bas sur l'eau, je le trouve extrême. Mais je suis aussi fier d'être devant un marin comme lui. Et Thomas Ruyant, je sais pas. Je suis tout aussi fier, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à rentrer dans sa course comme il l'aurait voulu. C'est dommage, parce qu'on sait à quel point il peut être rapide, à quel point il peut être incisif. Je sais pas, ça rend ma 3e place encore plus belle, je suis content. Très bien, elle est venue passer la nuit dans l'IMOCA avec nous, elle a dormi dans mes bras. Oui, ça me tient beaucoup à cœur et j'ai rêvé d'avoir un chien depuis des années et tout le monde me disait non, fais-le pas. En fait, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, quasiment. J'ai retrouvé mes proches hier et mon équipe dans le bateau, même si c'est peut-être mieux en été d'aller au mouillage dans la baie pour de l'apéro. Mais c'était quand même un bon moment au final. Je suis quand même content de poser le pied à terre et j'ai hâte d'aller prendre une douche en vrai. Dormir dans un lit, mais ça fait plaisir de retrouver ceux qui comptent pour nous, et même si c'est des animaux, donc Chiffon, c'est un peu de son avis, je cours avec, je fais du vélo avec, les flics aiment pas trop parce qu'elle court sur le trottoir et moi je roule sur la route, c'est comme ça. Sébastien, je porte un gilet, ce que je faisais pas, je porte un casque, que je faisais pas, on a adapté le bateau pour pouvoir essayer de pousser la machine au maximum de son potentiel. Je pense qu'il faut encore continuer de trouver des axes d'amélioration pour éviter les accidents. Mais voilà, c'est la peur.
Oui, je suis monté en haut du mât, vraiment j'en avais pas envie, quoi. J'ai même dit à mon équipe, il est hors de question que je monte en haut du mât, et puis un matin je me suis réveillé, belle condition, j'ai dit putain c'est trop con, il faut y aller, j'avais pas envie. J'avais pas envie, j'ai le vertige, je voulais pas faire ça, personne n'était encore monté sur ce Vendée Globe en haut de son mât, et je l'ai fait, parce que j'étais déterminé à finir la course dans de bonnes conditions. Puis après c'est des frayeurs, c'est de l'appréhension, c'est du stress, de la peur, je sais pas, c'est difficile à décrire comme mot, moi je suis pas trop dire j'ai eu peur, c'est pas trop mon langage, voilà. Zodiac, il y avait mon entraîneur que j'ai revu là d'ailleurs, incroyable, pour dire Brenda, et j'ai dit à mon père qu'est-ce qui se passe si je suis en tête à la boue au vent, et il me dit tu continues. Pas de bol, je suis arrivé en tête à la boue au vent, je me suis arrêté, j'ai laissé passer le deuxième, et j'ai suivi le deuxième, mon père était fou de rage. Et aujourd'hui c'est encore un peu pareil. Depuis mon abandon sur le Vendée Globe, j'ai perdu ce capital confiance que j'avais sur la solitaire en 2018, ce que j'avais sur la Bermude 1000 quand je suis arrivé en IMOCA, ce que j'avais sur la Guyadère que j'ai remporté aussi en IMOCA. Et du coup, presque être en tête, je me sentais pas trop à ma place. Par contre, être dans une position d'outsider, ça, je me sentais pleinement en confiance. Donc aujourd'hui, je pense que ce Vendée Globe sera un déclic pour moi. Je me sens, j'ai toujours dit que c'était un long chemin que de retrouver celui de la performance. Et voilà, je pense que j'ai mis 4 ans à reconstruire cet état d'esprit. Je pense que ce Vendée Globe sera un déclic pour moi et l'objectif maintenant, c'est d'être à l'aise dans une position de chasser comme l'est Charlie aujourd'hui, et je trouve ça incroyable, et c'est à ça que j'ai envie d'aspirer aujourd'hui. Sur l'Océan Est, tu naviguais avec Benjamin. Est-ce qu'on peut revenir juste sur l'accident quand vous avez percuté l'Evenhover? Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, est-ce que tu étais déjà en train de racheter le bateau ou pas? Oui. Les boules. Est-ce que ça a fallu oui. Raconter l'histoire? Oui, on va bien arrêter d'en parler de ça. Non mais ça fait un an et demi que je pose la question. Ah ouais. Paul Henry il remonte. Surtout qu'en plus il vous a donné le mât en plus. Pardon? Il vous avait donné le mât en plus. Il vous avait? Le mât bouillon. Ah, Benjamin leur avait acheté. Ouais, il l'a acheté, il l'a pas eu gratos. Oui, c'était eux qui nous avaient dépanné dans le mât et ils voulaient pas. Il était en train de racheter le bateau. Désolé. Et c'est pas toi qui étais déjà au vent à ce moment-là? J'étais en train de manœuvrer dans le cockpit et oui, je poussais un rôle à bord. J'étais désolé pour Benjamin, c'était. Mais c'est la course, les accidents ça arrive et oui, je m'en voulais aussi. Je voulais prendre ma part de responsabilité dans cette histoire parce que Benjamin ne méritait pas ça pour son projet. Il est le savoir non plus, il méritait de gagner proprement et on a eu cette collision qui était assez traumatisante, je dois dire, qui a failli faire capoter ce magnifique projet. Donc heureusement tout s'est bien terminé. Voilà, ça fait partie des aléas de la course et j'avais oublié ce même. Merci Jacques. Alors c'est toujours Sébastien Simon, j'ai toujours été le même avec les mêmes valeurs, ça j'en suis persuadé. Pour moi il n'y a pas de sujet là-dessus, par contre je pense que peu de gens sont capables de comprendre ce que j'ai vécu pendant 4 années, autant personnellement que professionnellement. Et je pense que c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, ce qui fait que je suis quelqu'un de déterminé, qui sait ce qu'il veut. Quand j'ai envie de quelque chose, je fais tout pour l'obtenir. Voilà, comme revenir ici en 2024 avec un projet Vendée Globe, comme je le ferai en 2028 avec un projet le plus ambitieux possible avec le groupe Dubreuil. Et pour ça, je suis prêt à tous les sacrifices pour réussir à obtenir ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. C'est toute ma vie, la course au large et d'autant plus le Vendée Globe. Donc c'est une course qui me manque l'esprit, j'ai grandi avec. Moi je la considère comme ma course. Donc voilà, j'ai un objectif en tête et peut-être que je ne l'atteindrai jamais, mais en tout cas voilà, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de travailler pour. J'ai envie de continuer à sacrifier beaucoup de choses, beaucoup de temps personnel aussi pour ce projet
voilà, j'ai envie d'essayer de donner le maximum pour peut-être, ça reste du sport encore une fois, essayer d'offrir la plus belle marque du podium à la famille Dubreuil, à mes proches, à mon équipe, et une dernière moi. Voilà. J'ai pas eu le choix en fait. En vrai. À un moment, je me suis dit, allez, fais route à 90 degrés, va au nord. Et je me suis dit, mais même si je fais ça, ça serait même pas suffisant. Ça aurait pu être plus rassurant d'aller au nord, suivre les autres concurrents, tout simplement aussi. Mais non, comme je l'ai dit, voilà, mon rythme, ma course, mes décisions, mes trajectoires. Et je me suis dit, ça fait partie d'un Vendée Globe, hein, de se prendre 60 nœuds, 10 mètres de vague, ça fait pas plaisir. Mais c'est un tour du monde, hein. C'est pas que sous le soleil, et j'étais prêt à ça pour réussir ce tour du monde. Et quand j'ai vu le truc arriver, je me suis dit, peut-être qu'il va falloir faire le dos rond. C'est ce que j'ai fait pendant 3 jours. C'est d'une intensité incroyable. Donc même dans les petites bricoles, il faut réussir à gérer ça. Ouais, c'est fou en fait. Et tu as eu l'occasion de découvrir le centre de la dépression à cette occasion-là. Ouais, c'était étonnant, et d'ailleurs j'allais demander à soumettre à l'orga, on arrête avec les zones des glaces parce que en fait ça sert à rien, et surtout je trouvais ça plus dangereux à ce moment-là parce que s'il n'y avait pas eu la zone des glaces, ça nous permettait surtout, aujourd'hui on n'a qu'un seul escape, c'est de monter au nord, parfois très très nord, dans le cas de grosses tempêtes. Alors qu'avant, sans cette restriction, ils avaient aussi la possibilité de descendre dans le sud. Donc ça fait 2 possibilités pour s'échapper des grosses tempêtes et des grosses dépressions. Et là, cette zone, en fait, elle nous contraint pile poil dans une limite où c'est le chemin des grosses dépressions. Et pas de bol, cette année, ils ont rencontré un glaçon sur la route. Donc ils vont nous garder des glaces. C'est beaucoup plus lié à notre accident. Où on a adapté certains éléments ergonomiques et de sécurité. On a adapté des sièges moulés sur moi, sur mesure, montés sur amortisseur. On a mis des filets anti-projection dans la zone de vie qui est très grande, effectivement, qui est faite pour l'équipage. Le fait de porter un casque. Créer des bannettes aussi, avec une petite cloisonnette où je peux caler mes pieds en cas de décélération importante pour ne pas être projeté vers l'avant. Quand on a récupéré le bateau, ils dormaient par terre, ils étaient assis sur des strapontins. Il n'y avait pas tous ces éléments-là. Donc aujourd'hui, c'est un des automatismes, et 2, ça a été d'adapter le bateau pour le rendre plus ergonomique et voilà, évoluer un peu plus en sécurité, ce qui est quand même très très important aujourd'hui. Voilà ce qu'on a fait grosso modo. Sinon, on a réadapté aussi tout l'électronique qu'on a changé. Voilà, à fond, l'équipage, ils n'ont pas besoin de 2 lignes de pilote, ils n'ont pas besoin de redondance. Et nous, pour ça, on s'est beaucoup inspiré aussi de l'aérien. Voilà, la famille Dubreuil est passionnée de l'aéronautique, ils sont tous pilotes dans la famille. Il y a même leur cousin qui est champion du monde de voltige. Donc il nous a aussi apporté son expertise pour essayer d'apporter plus de redondance, pour essayer de pallier à des pannes qui peuvent arriver. Et heureusement, on les a évitées. Ça a été... alors le repas de Noël, par bonheur, n'a pas touché le gasoil, c'est chouette. Et en plus c'était la période où c'était le STAC numéro 4, qui n'était pas pollué. Voilà, c'était bien. Et tout l'Atlantique, je suis retourné dans les sacs un peu pourris. Du coup ça rend les choses beaucoup plus dures parce qu'on n'a pas de quoi grignoter. Ça enlève un apport énergétique important quand même à partir du moment où il n'y a plus de sucreries, où il n'y a plus de petites choses à manger. En fait ça apporte les calories, ça reste quand même de l'énergie. Et donc on était parti avec 3000 calories par jour, c'était une base. Et en fait très vite je me suis retrouvé avec entre 800 et 1100 calories par jour, ce qui est beaucoup moins. Très vite j'ai commencé à me sentir assez faible. Et quand on est dans ces situations-là, ça peut être dur mentalement. Et aussi, à un moment tu tentes, tu te dis oh peut-être que celui-là, le gasoil n'est pas passé au travers. Et donc j'ai eu mal au ventre, on a tenté de manger des choses, donc j'ai arrêté. Et à la fin, tu cherches tout ce que tu peux manger, et c'est moins plaisant, mais tu manges par nécessité en fait. Voilà. Mais la prochaine fois, on ne fera pas cette erreur. Je ne m'attosserai pas à côté du gasoil en tout cas.
surtout prendre du plaisir, aller rouler avec mes amis, aller courir avec eux. Voilà, j'ai un 10 km et Alex m'a inscrit un 10 km et un semi-marathon aussi. Voilà. Donc non, ça va être aussi beaucoup de plaisir, ça va me faire du bien à la tête aussi. Et puis je sais pas, je vais m'entraîner. La préparation de ce genre d'événement est d'autant plus passionnante que la course en elle-même. Je dirais que la course c'est que la petite sucrerie, voilà, mais la préparation est incroyable parce qu'on fait ça avec du monde, on s'entoure, on partage des expériences, on se met en difficulté. Je trouve ça vraiment chouette. Et puis c'est un rythme de vie, une hygiène aussi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de reprendre ça. Dire si je vais être performant aujourd'hui, j'y vais sans objectif si ce n'est de finir. Mais on verra. Voilà. On sait ce que ça donne quand tu dis ça. Finir. C'est une très belle surprise, je suis vraiment touché. Merci de vous être levé si tôt de bonne heure pour me voir repasser le chenal en sens inverse. J'ai vécu une aventure incroyable et j'espère vous l'avoir partagé aussi sur les réseaux, via WhatsApp, grâce aussi à mon équipe. En tout cas, c'était un plaisir de faire ça aux couleurs du groupe Dubreuil. Merci à tous d'être venus. Votre accueil à la New York Vendée, au Vendée Globe, à l'arrivée, c'est quelque chose de magique et je pense pas mériter tout ça, mais en tout cas, merci beaucoup. C'est que ça continue avec une Trad Jacques Vabre, avec une route du Rhum et un Vendée Globe 2028, donc on aura largement l'occasion. Merci sincèrement à tous d'être venus, ça a été incroyable. Merci aussi aux copains, hein, vous êtes surpassés là quand même. Je pense que vous êtes fait remarquer de tout le monde. Même Johan était jaloux. Donc voilà, il avait qu'à pas me prendre la 2e place. Bien fait.